Chaque année dans le monde, plus de 90% du commerce mondial transite par voie maritime. Mais rares sont ceux qui réalisent qu'il s'agit là de véritables monstres d'acier, pesant des centaines de tonnes. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'une des plus grandes usines d'Europe, où naît le cœur des porte-conteneurs géants, un moteur développant plus de 100 000 chevaux. Imaginez, un moule de la taille d'un immeuble, du métal en fusion à plus de 1450 degrés, et seulement 2 minutes pour créer une pièce valant des millions d'euros. Mais le plus fascinant, vous le découvrirez à la fin. Quels secrets technologiques permettent à ces moteurs de fonctionner pendant des années, au milieu de l'océan sans interruption? Croyez-nous, vous n'avez jamais rien vu d'une telle ampleur. Tout commence par la préparation du moule. Ces géants de sable se fabriquent à partir d'un mélange de sable de quartz, d'argile bentonitique et d'eau, une proportion aussi précise qu'une recette de grand-mère, mais à l'échelle industrielle. Le sable se mélange dans des malaxeurs géants de 50 mètres cubes, auxquels on ajoute 2% d'argile pour la cohésion. Ensuite, on compacte le mélange dans des cadres d'acier de 30 cm d'épaisseur, pesant chacun 100 tonnes. Les ouvriers casqués actionnent des tables vibrantes. Elles tremblent comme lors d'un concert de rock, comprimant le sable jusqu'à une densité de 2 tonnes par mètre cube. Pour mouler les moteurs de porte-conteneurs, il faut un sable de fonderie spécial, principalement du quartz contenant 98 à 99% de dioxyde de silicium. Il provient de gisements naturels en Scandinavie, en Allemagne ou en Pologne. C'est un sable blanc ou jaune dont les grains mesurent entre 0,2 et 0,5 mm de diamètre, avec une forte sphéricité pour un compactage optimal. Dans les grandes fonderies, jusqu'à 70% du sable provient du recyclage des coulées précédentes. On le nettoie, on le tamise avec des séparateurs magnétiques, on l'enrichit de sable neuf et on le prépare pour une nouvelle utilisation. Certaines entreprises importent du sable premium des États-Unis ou d'Australie pour les commandes les plus exigeantes. Le sable est mélangé avec 2 à 3% d'argile bentonitique et 3% d'eau, et l'usine produit jusqu'à 100 000 tonnes de ce mélange par an. Au centre du moule, on conserve le modèle du bloc moteur, une copie en bois ou en résine du bloc cylindre, avec ses canaux d'huile et d'eau. Le modèle est fabriqué sur des fraiseuses, avec une précision au dixième de millimètre. Autour de lui, on façonne un noyau de sable, celui qui créera les parois intérieures, sur une hauteur de 4 mètres. Le noyau est cuit au four à 250 degrés, pour qu'il garde sa forme lors de la coulée. Je touche ce moule. Le sable est dur comme du béton, mais avec un parfum d'argile fraîche. Passons maintenant au métal. On utilise de la fonte avec une teneur en carbone de 3% et des ajouts de vanadium pour la résistance. La matière première, des lingots de 20 tonnes, est chargée dans des fours à induction d'une capacité de 200 tonnes. La température monte jusqu'à 1450 degrés Celsius. Le métal bouillonne. Les étincelles jaillissent à 5 mètres. Le four pivote à 360 degrés, évacuant les gaz à travers des filtres. Temps de refonte, 4 heures. Et voilà, le métal en fusion est prêt. Il brille d'un éclat jaune. La coulée, c'est le véritable point d'orgue. La poche de métal en fusion de 200 tonnes est soulevée par des ponts roulants d'une capacité de 300 tonnes et hissée à une hauteur de 50 mètres au-dessus du moule. L'opérateur est installé dans une cabine hermétique à 10 mètres de hauteur, pilotant l'ensemble avec des joysticks et des écrans. Il incline délicatement la poche à 45 degrés et s'en échappe alors un puissant jet de fonte d'1 mètre de large qui s'abat depuis 3 mètres de haut dans un rugissement d'étincelles. Le remplissage du moule dure exactement 2 minutes. Le métal envahit une surface de 100 mètres cubes, s'infiltrant dans tous les canaux et noyaux. La température en surface du bain atteint 1450 degrés.
Au cœur du moule, elle bondit instantanément à 2000. Le métal siffle au contact de la surface sableuse humide. La vapeur s'élève en volutes épaisses jusqu'à 5 mètres de hauteur, illuminée par les projecteurs. L'air se charge de l'odeur du fer en fusion, tandis que les capteurs enregistrent le débit, 200 tonnes par minute. Aussitôt, on recouvre le moule d'un couvercle d'acier de 50 tonnes, descendu par une autre grue, avec une précision au centimètre près. Le couvercle scelle hermétiquement la structure, empêchant toute oxydation. Le refroidissement contrôlé commence. Autour du moule, on active des chemises d'eau, des conduites qui font circuler des milliers de litres d'eau refroidie sous une pression de 6 bars. L'intensité maximale se concentre au sommet, 100 degrés de moins durant les 30 premières minutes, afin d'éviter un choc thermique. L'opérateur surveille les graphiques à l'écran, en régulant le débit d'eau. Si le gradient dépasse 50 degrés par mètre, c'est l'arrêt d'urgence. Cette étape détermine si le bloc moteur résistera à une pression de 200 bars. Je me tiens là en combinaison de protection, l'adrénaline à son comble devant ce spectacle de feu. Les 12 premières heures, la température chute à 800 degrés, puis en 2 jours, elle descend à 200. Des capteurs répartis en centaines de points mesurent les gradients pour éviter les fissures dues à la dilatation thermique. Le retrait total du métal atteint 2%. C'est pourquoi le moule est conçu avec une marge. Au bout d'une semaine, on ouvre le moule et le voilà. Un bloc moteur de 200 tonnes, 20 mètres de long, avec un canal de 20 cm de diamètre. Les ouvriers décapent le sable au marteau-piqueur pneumatique et vérifient la surface à la recherche de défauts. En cas de cavité, retour à la refonte. Ce bloc partira pour l'assemblage d'un moteur MAN ou Wärtsilä, où il supportera une pression de 200 bars et entraînera l'arbre d'hélice du navire à 20 000 tours par minute. Je vois comment on le lave, le traite à l'anticorrosion et le marque. Le numéro de série est gravé au laser. Ces moteurs équipent les navires qui assurent 90% du commerce mondial. Un seul bloc coûte des millions d'euros. Son cycle de fabrication dure 2 mois. À l'usine, 150 personnes travaillent quotidiennement sur ces moules. Si vous voyez le métal en fusion, l'adrénaline monte en flèche. Les chiffres concernant la coulée des blocs moteurs pour porte-conteneurs soulignent l'ampleur colossale de ce processus. La flotte mondiale de porte-conteneurs compte plus de 6000 navires, d'une capacité supérieure à 10 000 EVP, dont environ 5000 équipés de moteurs dépassant les 100 000 kW. Chaque moteur possède un bloc pesant entre 200 et 300 tonnes, long de 20 à 25 mètres. Les usines, principalement en Finlande, en Allemagne et en Corée, coulent entre 200 et 500 blocs par an. Le volume d'un moule représente 100 à 200 mètres cubes de sable, soit l'équivalent d'un wagon entier. Quant au métal nécessaire par bloc, 200 tonnes de fonte d'une valeur d'1 demi-million d'euros. La température maximale de coulée atteint 1450 degrés Celsius. Le processus dure 2 à 3 minutes, avec un débit de 100 tonnes par minute. Le refroidissement s'étend sur 5 à 7 jours. La consommation énergétique du bloc s'élève à 500 000 kWh. Le taux de rebut varie de 3 à 5% en raison de porosité ou de fissures. Le cycle complet, du moule au bloc terminé, demande 2 mois, pour un coût de 2 à 3 millions d'euros. Ces moteurs assurent 90% du transport maritime mondial, consommant 100 milliards de litres de carburant par an. La main-d'œuvre mobilise 100 à 200 personnes par atelier, avec une précision de 0,1 mm. La croissance prévue est de 4% annuelle, grâce aux nouveaux navires d'une capacité supérieure à 20 000 EVSP. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez découvrir ensuite. Je file vers une nouvelle usine. À très vite. Abonnez-vous et explorons ensemble l'univers industriel.
Vous savez, d'habitude, je vais observer des choses qu'on peut toucher sans risquer d'y rester collé par la joue. Mais aujourd'hui, j'ai quelque peu surestimé mes ambitions. Nous sommes dans un chantier naval où l'on construit la coque d'un brise-glace nucléaire. Et oui, c'est exactement ce type de navire qui ne contourne pas la glace, mais la traverse comme un couteau dans du beurre. Devant moi se dresse un squelette d'acier gigantesque qui bientôt opérera dans des conditions où la température descend en dessous de -50 degrés Celsius et où la pression de la glace peut broyer la coque avec une force difficile même à imaginer. Ce qui m'a frappé en premier ici, ce n'est pas la taille, bien que la longueur du futur navire dépasse 150 mètres et que l'épaisseur de certaines tôles de coque atteigne plusieurs centimètres. Ce qui impressionne, c'est justement l'approche de l'acier. Ce n'est pas du métal ordinaire sorti d'un laminoir. On utilise ici des nuances d'acier spéciales qui conservent leur plasticité même par grand froid. Si l'acier ordinaire devient cassant au froid, celui-ci, au contraire, doit résister au choc des champs de glace sans se fissurer. Les ingénieurs me l'expliquent simplement. La coque doit pouvoir légèrement jouer. Sinon, elle ne survivra tout simplement pas à l'Arctique. D'énormes tôles d'acier arrivent ici après un premier traitement. Chacune pèse des dizaines de tonnes. Et lorsque la grue la soulève, on a l'impression qu'il s'agit d'un morceau d'immeuble qu'on aurait décidé de déplacer par hasard. Mais la forme du brise-glace n'apparaît pas d'un coup. Ces tôles passent d'abord par des rouleaux géants qui les cintrent lentement selon l'angle requis. Devant moi se dressent d'imposants cylindres d'acier, chacun aussi large qu'un tronc d'arbre respectable, disposés l'un au-dessus de l'autre. Entre eux, on introduit lentement une tôle d'acier plane, lourde, rigide, en apparence totalement inflexible. L'opérateur donne le signal et le mécanisme se met en marche. Les cylindres tournent à faible vitesse, mais avec une force colossale. La tôle s'engouffre progressivement à l'intérieur, et à un moment donné, on la voit commencer à se transformer. D'abord, une courbure à peine perceptible, puis le rayon s'accentue, et le métal n'est déjà plus plat. Il s'arrondit avec fluidité. Le son est particulier, une pression sourde, des grincements et de légers craquements, comme si le métal cédait à contre-cœur. Le processus n'est pas rapide. La tôle peut être laminée plusieurs fois, en modifiant la position des cylindres, jusqu'à obtenir l'angle ou la courbure exacte. Et soudain, ce n'est plus un simple morceau d'acier qui se trouve devant vous, mais un élément de la future coque, épousant parfaitement sa forme. Je me tiens à proximité et j'entends le métal littéralement gémir sous la charge. Un son comme si vous pressiez quelque chose de très obstiné, qui cède à contre-cœur. Vient ensuite l'assemblage des sections. Et là, tout ressemble à un gigantesque jeu de construction, sauf que chaque pièce pèse le poids d'une petite locomotive. Les blocs individuels de la coque sont assemblés dans l'atelier. Il peut s'agir de sections de 20, voire 30 mètres de long. Chacune contient déjà une partie des cloisons internes, des chemins de câbles, et même les fondations des futurs ponts. Ensuite, ces blocs sont transportés vers la cale et assemblés. J'entre dans l'atelier, et là se dressent déjà des sections de coque terminées. Ce ne sont pas de simples tôles, ce sont des morceaux entiers du futur navire, longs de 20, parfois même 30 mètres. À l'intérieur de chacun de ces blocs, on devine déjà la vie, cloisons, passages, ouverture pour les câbles, emplacements où passeront bientôt tuyaux et systèmes. Autrement dit, la coque ne se construit pas de zéro en un seul lieu. Elle s'assemble par morceaux, comme un puzzle, mais très lourd et très chaud à fabriquer. Puis viennent les grues. La section est soulevée dans les airs lentement, sans mouvement brusque, et transportée vers la cale de construction. Là, elle est délicatement descendue
et ajusté aux parties déjà installées. Et c'est à ce moment précis que vous voyez littéralement les pièces détachées commencer à former un tout cohérent, le futur brise-glace. La soudure, c'est une autre histoire. Impossible de simplement faire un cordon et partir prendre un café. Chaque assemblage passe par un contrôle à plusieurs niveaux. D'abord, le soudeur réalise le cordon principal, puis celui-ci est vérifié aux ultrasons pour s'assurer qu'il n'y a ni cavité ni fissures à l'intérieur. Si quelque chose cloche, on découpe et on recommence. J'ai vu un cordon refait 3 fois et personne ne s'énervait. Ici, c'est la pratique normale, car le prix de l'erreur est bien trop élevé. La forme de la coque mérite qu'on s'y attarde. Un brise-glace n'a pas simplement une proue robuste. Celle-ci est spécialement conçue pour grimper sur la glace et la briser par son propre poids. Pour cela, la partie avant présente une inclinaison caractéristique et elle est renforcée par des couches d'acier supplémentaires. À certains endroits, l'épaisseur de la structure est multipliée par plusieurs facteurs. Et à l'intérieur, on ajoute des raidisseurs qui répartissent la charge sur toute la longueur du navire. Pendant que je me promène ici, tout bouge en permanence autour de moi. Grues, plateformes, ouvriers casqués qui ont l'air de vivre une journée ordinaire. Pourtant, il faut bien l'avouer, quand une section de coque de plusieurs dizaines de tonnes vous survole, on révise quelque peu sa notion d'ordinaire. L'un des ingénieurs plaisante en disant que le plus terrible ici, ce n'est ni le froid ni le métal, mais si quelqu'un oublie son déjeuner dans l'atelier, le retrouver dans cette immensité relève de l'impossible. Lorsque toutes les sections sont assemblées, la coque commence à prendre forme. Sa longueur se fait physiquement sentir. Vous longez le flanc et vous vous surprenez à penser que c'est comme longer un immeuble de plusieurs étages, mais à l'horizontale. La hauteur du bordé impressionne aussi. Plusieurs niveaux qui deviendront bientôt des ponts, des salles des machines et des quartiers d'équipage. Vient ensuite le traitement de surface. Le métal est nettoyé, recouvert de revêtements anti-corrosion, puis peint avec des compositions spéciales qui réduisent la friction avec l'eau et protègent la coque du sel et de la glace. On dirait de la cosmétique pour géants. Mais en réalité, c'est de cela que dépend le nombre d'années durant lesquelles le navire pourra fonctionner sans réparation majeure. Et me voilà, au terme de cette visite, face à cette coque. Et je me dis, ce n'est pas encore un navire achevé. Il n'y a ni réacteur, ni hélice, ni système de commande. Mais dès maintenant, l'essentiel est visible. C'est une structure conçue pour affronter les éléments, où chaque millimètre de métal a sa raison d'être. Et lorsqu'il prendra la mer, il ne se contentera pas de naviguer. Il tracera une route là où d'autres n'oseraient même pas s'aventurer. Les brise-glaces nucléaires modernes sont capables de fracturer de la glace jusqu'à 2,80 m d'épaisseur en mouvement, et les nouveaux projets jusqu'à 4,5 m. Quant à la puissance, c'est un chapitre à part. Ces navires disposent de moteurs développant des dizaines de milliers de chevaux. Par exemple, les brise-glaces lourds peuvent dépasser 75 000 chevaux vapeur. Et sans cette puissance, ils ne parviendraient tout simplement pas à briser la glace. Je vais encore flâner un peu ici, écouter ce grincement du métal, observer comment naissent ces machines extraordinaires. Puis, je partirai préparer votre prochaine escapade. Car après une telle expérience, l'envie est irrésistible de découvrir quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi complexe et d'un peu fou. Et il me semble que j'ai déjà quelques idées en tête. Imaginez, du fer ordinaire traverse le vide, subit une pression de plusieurs centaines de mégapascales et atteint une température capable de le transformer en un matériau plus précieux que certains bijoux. Mais le plus mystérieux, ce n'est pas son prix. Le plus grand secret réside dans le fait que les ingénieurs modernes ont peut-être réussi à reproduire le secret de l'acier de Damas légendaire, dont l'humanité croyait la formule perdue à jamais. Comment les maîtres anciens créaient-ils, il y a des siècles,
des structures semblables à des nanotechnologies, sans aucun microscope? Et pourquoi aujourd'hui, des usines ressemblant à des laboratoires spatiaux dépensent-elles des ressources colossales pour reproduire leurs résultats? Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret gardé pendant des siècles, celui qui changera à jamais votre vision d'un simple morceau d'acier. Disons-le d'emblée, ce fameux acier de Damas historique, celui dont les poètes chantèrent qu'une telle lame pouvait trancher un foulard de soie en plein vol ou fendre une armure de fer sans s'émousser, c'est un véritable casse-tête pour les historiens. Le fait est que le véritable secret de sa fabrication a été perdu quelque part au XVIIIe siècle. Ce que nous voyons habituellement sur les marchés ou dans les boutiques de souvenirs sous l'appellation de Damas, c'est ce qu'on appelle l'acier soudé. Le forgeron prend simplement deux morceaux de fer différents, les superpose, les chauffe et les martèle jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'un. Puis il replie, encore et encore. On obtient ainsi une sorte de feuilleté de fer. C'est beau, c'est impressionnant, mais ce n'est absolument pas ce que faisaient les anciens maîtres en Inde ou en Perse. Le véritable secret résidait dans les creusets. Les métallurgistes anciens faisaient fondre le fer avec du bois et certains minéraux dans des pots fermés. Ils ne connaissaient pas le tableau de Mendeleïev, mais ils avaient trouvé intuitivement le chemin des nanotechnologies. Les microscopes électroniques modernes ont révélé la présence de nanotubes de carbone dans la structure de ces légendaires épées. Imaginez un peu, il y a des centaines d'années, les hommes créaient des nanostructures, simplement en sélectionnant la bonne composition de minerais et le bon régime de refroidissement. Tout le secret résidait dans les traces de vanadium et de tungstène qui se retrouvaient accidentellement dans le bain de fusion, provenant de gisements bien précis. Quand ces gisements se sont épuisés, l'acier a disparu avec eux. Regardez maintenant ce qui se passe ici, dans cette usine moderne. Nous nous tenons devant une installation qui ressemble à un module de vaisseau spatial. C'est une chambre d'atomisation gazeuse. Ici, les métallurgistes ne comptent plus sur la chance ou sur le bon minerai venu d'Inde. Ils prennent des métaux purs, fer, chrome, nickel, molybdène, vanadium, et les mélangent selon des proportions calculées au millième de % près. Tout ce cocktail est fondu dans un four à induction sous vide. Savez-vous pourquoi le vide est si crucial? Parce que l'oxygène est l'ennemi numéro 1 d'un bon métal. Chaque bulle microscopique d'oxyde à l'intérieur de la pièce est un point de rupture potentiel. Lorsque l'acier devient liquide, il traverse une buse spéciale où un jet de gaz inerte le frappe sous une pression colossale. Le métal éclate en milliards de gouttelettes minuscules, chacune se solidifiant en plein vol. À la sortie, on obtient une fine poudre grise. Chaque grain de cette poudre représente un acier parfait, avec une composition uniforme à 100%. Dans un lingot classique, les éléments lourds peuvent se déposer au fond pendant la solidification du métal, alors qu'ici, chaque particule est la copie conforme d'une autre. C'est le fondement des aciers damassés modernes. Vient ensuite un procédé appelé compactage isostatique à chaud. La poudre est versée dans une grande capsule d'acier. Mais ce n'est pas un simple conteneur. À l'intérieur se crée un véritable enfer pour le fer. La pression y atteint 100 mégapascales, tandis que la température se maintient autour de 1100 degrés. Sous cette action, les grains de métal ne se contentent pas de s'agglomérer. Ils diffusent littéralement les uns dans les autres au niveau atomique. On obtient un bloc monolithique dont la densité surpasse celle de n'importe quelle coulée traditionnelle. Mais où est le motif, me direz-vous? N'est-ce pas précisément pour cela que nous sommes venus? C'est ici que commence la partie la plus fascinante, là où la chimie moderne rencontre l'esthétique. Pour obtenir ce dessin caractéristique qui évoque des vagues sur l'eau ou des dunes de sable, les ingénieurs utilisent deux types différents d'aciers en poudre. L'un, à forte teneur en carbone pour une dureté exceptionnelle, l'autre,
additionnées de nickel, qui apportent brillance et résistance à la corrosion. Ces poudres sont versées dans la capsule selon un schéma bien précis. Parfois, on les sépare par de fines cloisons d'acier. Parfois, on recourt à la modélisation informatique pour créer une matrice tridimensionnelle complexe à l'intérieur du bloc. Lorsque cet énorme pain d'acier sort de la presse, il ressemble à une barre grise, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pour en extraire la beauté, on l'envoie vers des laminoirs géants et des marteaux hydrauliques qui exercent une pression de plusieurs milliers de tonnes. Le métal est étiré, plié, tordu. Chaque mouvement déforme les couches internes de poudre, les transformant en motifs complexes qui traversent tout le volume du métal. Ce n'est pas un dessin en surface, c'est l'âme même de ce morceau d'acier. Nous passons maintenant dans l'atelier, où se déroule l'étape finale, celle qui ressemble le plus à un travail pratique de chimie. C'est la gravure à l'acide. Une fois la pièce polie jusqu'à obtenir un éclat de miroir, on la plonge dans une solution de chlorure ferrique ou d'une autre substance active. Et c'est là que se produit la transformation chimique. L'acide réagit avec les différentes couches d'acier à des vitesses variables. Les zones à forte teneur en carbone deviennent sombres, presque noires, tandis que les couches de nickel restent claires et brillantes. Littéralement, en quelques minutes, sous vos yeux, surgit d'un banal morceau de ferraille un motif dont il est impossible de détourner le regard. Chaque ligne raconte l'histoire du métal qui s'est déformé sous la presse. Une question logique se pose. À quoi bon tout cela, si ce n'est pour fabriquer des couteaux de cuisine hors de prix, destinés à des gens qui font des œufs brouillés une fois par semaine? La réponse se trouve dans les caractéristiques techniques. Cet acier frité n'est pas qu'une question d'esthétique. Grâce à l'absence d'impuretés et à sa structure homogène, ces métaux possèdent une stabilité dont les maîtres d'autrefois ne pouvaient que rêver. Ils conservent leur affûtage des dizaines de fois plus longtemps que l'acier ordinaire, tout en résistant aux contraintes latérales les plus violentes. C'est un matériau pour les outils qui travaillent dans l'espace, pour les pièces de moteur soumises à des sollicitations au-delà du raisonnable, et pour les instruments chirurgicaux de nouvelle génération. À propos de prix, justement, 1 kg de cet acier damassé frité peut coûter plus de 500 €. Pour comparaison, l'acier de construction ordinaire revient à moins d'1 € le kilo. Autrement dit, ce morceau de métal entre mes mains vaut plus cher que certains bijoux. Et c'est justifié, car il renferme 18 mois de développement, l'énergie d'une centrale électrique entière et le savoir-faire de centaines de métallurgistes. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez cette différence entre le véritable Damas et ce qu'on nous vend en boutique. Et n'hésitez pas à partager. Quelles autres technologies secrètes aimeriez-vous découvrir? La prochaine fois, nous irons peut-être voir comment on fabrique la fibre de carbone pour les monoplaces, ou comment on cultive des diamants synthétiques pour les foreuses. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, car nous avons encore beaucoup d'ateliers brûlants et de découvertes extraordinaires devant nous. Prenez soin de vous et que votre curiosité pour le fonctionnement du monde ne rouille jamais. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Chaque année, des centaines de millions de tonnes de métaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux peut bouleverser toutes vos certitudes sur la réalité. Imaginez, vous tenez dans votre main un morceau argenté ordinaire et il commence à fondre au creux de votre paume, sans four, sans flamme, simplement à la chaleur de votre corps. Ce n'est ni un effet spécial, ni un montage, c'est le gallium. Un métal capable de transformer l'aluminium robuste en une masse friable et de défier toute logique d'ingénierie. Mais le plus fascinant reste à venir. Car si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez un secret
qui changera à jamais votre regard sur tous les métaux qui vous entourent. Une seule question demeure. Êtes-vous prêt à le voir? Le gallium fond à environ 30 degrés Celsius. Autrement dit, littéralement à la température du corps humain. Je le tiens dans ma paume et il commence lentement à perdre sa forme. Au début, on dirait simplement de l'humidité en surface, mais non, c'est déjà du métal liquide. Il coule entre mes doigts comme du mercure, mais sans les vapeurs toxiques ni la panique dans les yeux du technicien à côté. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Vous avez l'impression de tenir quelque chose tout droit sorti d'un manuel de physique, mais qui se comporte comme un dessert resté trop longtemps au soleil. La caméra capte chaque goutte et je suis presque certain que les téléspectateurs se demandent en ce moment « C'est seulement légal, ça ?» Les artisans ici sont habitués à ce genre de réaction. Pour eux, le gallium n'est pas une curiosité, mais un outil. On l'obtient comme sous-produit lors du traitement de la bauxite et des minerais de zinc. À l'état pur, il a l'air modeste, mais il suffit de changer la température et il passe à l'état liquide. Vous le refroidissez et il redevient solide. Et ce, sans perte de propriété ni fissure. Mais le véritable tour de force commence lorsque l'aluminium entre en scène. On me présente une expérience très simple. On prend une pièce d'aluminium, tout à fait ordinaire, et l'on y dépose un peu de gallium. Au début, rien ne se passe. Puis survient un processus qui donne l'impression que le métal a décidé de capituler. Le gallium détruit la pellicule d'oxyde protectrice de l'aluminium. Sans elle, la structure du métal devient vulnérable. Et voilà qu'un matériau solide et léger commence à perdre sa forme. Il s'émiette, se fissure, se désagrège littéralement. On dirait que quelqu'un a modifié les paramètres de la réalité. Je contemple la scène en me disant « Voilà pourquoi on ne plaisante pas avec le gallium à la légère. » Et pourtant, le gallium n'est pas toxique. C'est-à-dire qu'on peut le tenir dans ses mains, observer sa fonte sans s'inquiéter pour sa santé. Cela en fait le candidat idéal pour les démonstrations. Le héros parfait pour ces vidéos, où l'on veut surprendre sans prendre de risques. Et encore un détail qui m'a vraiment marqué. Le gallium se comporte de manière assez inhabituelle lors du refroidissement. Quand il passe de l'état liquide à l'état solide, son volume ne diminue pas comme chez la plupart des métaux, mais au contraire, il augmente légèrement. Ça peut sembler anodin, mais en pratique, c'est une subtilité qu'on ne peut pas ignorer. Imaginez la situation. Un récipient rempli de gallium liquide, presque à ras-bord, sans marge de sécurité. Il commence à refroidir, se solidifie progressivement, et à un moment donné, il commence à pousser contre les parois de l'intérieur. Si c'est un conteneur métallique robuste, on peut encore trouver une solution. Mais si c'est du verre ou un matériau fin, il y a un risque qu'il ne résiste tout simplement pas. C'est précisément pour cette raison qu'en production, on ne remplit jamais le gallium à ras-bord. On laisse toujours un petit volume pour l'expansion, afin d'éviter les mauvaises surprises. Et c'est l'un de ces moments où la physique nous rappelle de façon très concrète. Même un métal peut se comporter autrement que ce qu'on attend de lui. Dans l'industrie, le gallium n'est pas simplement fondu et transvasé. Ici, la pureté est essentielle. On le purifie jusqu'à un niveau très élevé, car même les plus infimes impuretés peuvent modifier le comportement du métal. Au laboratoire, on me montre le procédé de purification par zone fondue. Une zone liquide traverse lentement le lingot, entraînant avec elle tous les éléments indésirables. Cela semble complexe, mais c'est encore plus fascinant à observer, comme le voyage au ralenti d'une goutte qui aurait décidé de faire le ménage. Ce métal est extrêmement sensible aux impuretés. Il suffit d'une quantité infime d'éléments étrangers pour que ses propriétés changent. Le point de fusion se déplace, la conductivité électrique se comporte différemment, et en électronique, c'est déjà critique. On me conduit au laboratoire,
où se déroule l'une des étapes les plus fascinantes, la purification par zone fondue. Cela ressemble à une procédure lente, presque méditative. On prend un long lingot de gallium et l'on crée une zone étroite où le métal passe à l'état liquide. Cette zone fondue, à peine quelques centimètres, commence à se déplacer le long de tout le lingot. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les impuretés n'aiment pas rester dans le métal solide et préfèrent migrer vers la phase liquide. Ainsi, lorsque cette zone chaude se déplace lentement vers l'avant, elle collecte en quelque sorte tous les éléments indésirables sur son passage. On obtient une sorte de femme de ménage, méticuleuse, qui ne se presse pas, mais travaille avec une grande précision. La vitesse ici est minimale, parfois quelques millimètres par minute. Tout se fait lentement pour ne pas perturber la structure et laisser aux impuretés le temps de rouler vers la partie fondue. De l'extérieur, cela semble presque hypnotique. Une installation silencieuse, une lueur douce et un mouvement lent qui scelle le destin de tout le lingot. À la fin du processus, tous ces éléments indésirables se retrouvent concentrés à une extrémité. On la coupe simplement, et il reste entre nos mains du gallium d'une très grande pureté. C'est précisément ce matériau qui sera ensuite utilisé dans des technologies de pointe, où la moindre imprécision peut compromettre le résultat. Ensuite, ce gallium trouve sa place dans l'électronique. On l'utilise dans les semi-conducteurs, les diodes électroluminescentes, les panneaux solaires. Là, il ne coule plus entre les doigts et ne terrorise plus l'aluminium. Il travaille en silence, avec précision. Mais savoir que ce même matériau peut se transformer en liquide, rien qu'à la chaleur de la paume, cela confère à tout cela une dimension particulière. Évidemment, la tentation de reproduire l'expérience chez soi se fait sentir. Mais il faut garder à l'esprit que si le gallium est sans danger pour l'homme, il ne l'est pas pour tous les matériaux. S'il entre en contact avec des surfaces en aluminium, les conséquences peuvent être pour le moins surprenantes. Mieux vaut donc réserver ces belles expériences à un environnement contrôlé. Pendant que je me promène ici entre les installations, on me glisse quelques chiffres. Et ils ajoutent encore du poids à tout cela. La production mondiale annuelle de gallium s'élève à quelques centaines de tonnes environ, généralement entre 300 et 400 tonnes. C'est peu, si on compare avec l'aluminium ou le fer, qui se comptent en millions de tonnes. Pourtant, la demande ne cesse de croître, notamment du fait de l'électronique et de l'énergie. Quand je sors de l'atelier, une seule pensée me trotte dans la tête. On a l'habitude de considérer les métaux comme quelque chose de dur, stable, prévisible. Et puis le gallium débarque et te lance. Et si ce n'était pas le cas? Si ce genre d'histoire te parle, les usines, les matériaux, les trucs qui se comportent de façon totalement inattendue, abonne-toi à la chaîne. Il y aura encore plein de moments où tu te diras « Sérieux? C'est vraiment possible ?» Et crois-moi, la suite sera encore plus captivante. Et c'est exactement pour ça que j'adore ce type de voyage. Tu débarques pour visiter une production, et au final, tu repars avec une petite révolution dans ta façon de voir les choses. Et quelque part, entre les installations imposantes, les tuyaux et les laboratoires, se trouve un métal qui fond dans ta main et te fait un clin d'œil discret, comme pour te dire que le monde est un peu plus fascinant qu'il n'y paraît. Salut les amis! Me voici devant cette énorme Champ. Vous savez, cette fusée qui n'explose pas, mais qui coupe tout sur son passage. Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur, décortiquer chaque détail pour voir ce qui s'y cache. Et je vous raconterai tout tel que je l'ai vécu à l'usine. J'ai déjà visité un paquet de sites de ce genre, et cette fusée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, embarquons pour la visite. Champ n'est donc pas un missile ordinaire,
mais un véritable concentré de haute technologie développé par Boeing pour l'US Air Force. Son nom complet est Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project, mais nous n'allons pas nous embarrasser de ces longues formules, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est qu'il embarque une arme à micro-ondes capable de neutraliser l'électronique ennemie sans la moindre explosion. Imaginez, il vole en silence, tel un fantôme, et soudain, bam! Ordinateurs, radars, systèmes de guidage tombent en panne à des dizaines de kilomètres à la ronde. J'ai vu une démonstration sur stand. Le missile décolle depuis un avion, manœuvre, puis libère une impulsion de plusieurs millions de watts. L'efficacité est stupéfiante, sans éclat ni incendie. Les tirs d'essai de l'année 2030 ont été concluants. Le missile a survolé la zone test et neutralisé des systèmes entiers en un seul passage, ordinateur compris. Les chiffres exacts de production sont classifiés, mais le programme se poursuit depuis 2009 sous l'égide de l'Air Force Research Laboratory. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis glissé dans l'atelier de fabrication, où s'assemblent ces merveilles technologiques, et voici ce que j'ai vu. Le cœur du missile, c'est un générateur micro-ondes de haute puissance, quelque chose comme un oscillateur à relaxation ou un magnétron, qui crée une impulsion d'ondes électromagnétiques. Ces ondes pénètrent dans les appareils par les antennes, les fentes ou les câbles, et grillent les circuits sensibles. Le générateur fonctionne à des fréquences en gigahertz, produisant des impulsions d'une durée de nanosecondes, mais avec une énergie capable de calciner l'électronique sur des milliers de mètres carrés. J'ai touché le panneau. Le métal était froid, mais à l'intérieur bouillonne une telle puissance que sans blindage spécial, vous ne survivriez pas. Le corps du missile est en composite à base de carbone, pesant environ 2 tonnes pour une longueur de 7 mètres et un diamètre inférieur à 1 mètre. Elle est aérodynamique, dotée d'ailettes pour manœuvrer jusqu'à 20 km d'altitude. À l'intérieur, des compartiments de carburant. Un propulseur à combustible solide la projette d'abord en altitude, puis un moteur de croisière à carburant faible s'enclenche pour un vol de précision. J'ai jeté un œil dans le compartiment moteur. Valves, turbines, tout poli jusqu'à l'éclat, comme une œuvre d'orfèvrerie. Le carburant est un mélange à haute densité énergétique, calibré pour une portée de 2 km. Le système de guidage, c'est une autre histoire. Ici, gyroscope laser, navigation inertielle et module GPS protégé contre les brouillages. Le missile choisit lui-même ses cibles, radar, poste de commandement ou drone. Les ingénieurs l'ont testé sur banc d'essai. Il pivote de 30 degrés par seconde, tel un bolide de course. Et l'électronique à bord repose sur des puces dernière génération, résistantes à leurs propres impulsions. Je les ai entendus plaisanter. Ce truc coupe les ordinateurs ennemis, mais garde son smartphone allumé. Passons maintenant au mécanisme. L'ogive n'est pas un explosif, mais une antenne qui se déploie en vol comme un parapluie, élargissant la zone de frappe. Derrière, des batteries lithium-ion accumulent l'énergie pour le générateur. Je les ai vues en charge, des milliers de volts sous tension, mais tout reste isolé. Le refroidissement est liquide, au fréon, car les micro-ondes produisent énormément de chaleur. L'ensemble est scellé dans une coque hermétique, capable d'encaisser des accélérations 20 fois supérieures à la gravité terrestre. Tout commence par la structure. Dans l'atelier, les ouvriers revêtus de combinaisons de protection manipulent des composites à base de carbone, légers mais résistants comme du fil d'acier. Ces panneaux forment une coque de 7 mètres de long, assemblée par des boulons à revêtement de titane. J'étais là, à observer les machines laser découper la matière au millimètre près. Pas un gramme de trop. La structure est testée en résistance. Placée sur un banc d'essai, elle subit des simulations de surcharge, comme si la fusée filait déjà à Mach 2.
S'il y a ne serait-ce qu'une micro-fissure, toute la structure est mise au rebut. Cela prend une journée entière, car le séchage du composite s'effectue à 100 degrés Celsius dans des autoclaves de la taille d'une pièce. Ensuite vient le plus intéressant. L'électronique est insérée à la main. Les machines sont ici impuissantes, car la délicatesse est cruciale. Des puces de la taille d'un ongle ne supportent pas une manipulation brutale. Les ingénieurs, gantés d'antistatiques, montent les cartes. D'abord le système de contrôle avec gyroscope, puis le générateur à micro-ondes. Chaque fil est tressé dans un câble blindé pour éviter que les impulsions ne se perturbent mutuellement. J'ai vu un technicien souder des contacts sous microscope. Les mains tremblent, mais l'expérience lui permet de rester stable. L'électronique comprend des milliers de composants. Condensateur pour accumuler l'énergie, transistor pour générer des ondes en gigahertz. Le montage dure une semaine, entrecoupé de contrôles. Des multimètres scannent chaque ligne au plus près pour éviter tout court-circuit. Après cela, vient l'épreuve des chambres à vide. Ces cuves géantes reproduisent l'espace. On y pompe l'air jusqu'à atteindre une pression d'1 millimètre de mercure. On y fait descendre la température à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Puis, on lance la roquette en vol. Les chambres ont la taille d'un camion. Leurs hublots sont en verre de quartz. Une fois le vide établi, on active le générateur. Les micro-ondes fusent, mais les parois blindées contiennent tout en sécurité. Les capteurs enregistrent température, vibration, impulsion. Si le générateur délivre moins d'1 million de watts, c'est retour à l'atelier. J'ai entendu le ronronnement, grave, comme le bourdonnement d'une abeille géante. Les tests sont répétés 3 fois, avec des pauses pour refroidir le tout par liquide. À l'usine, j'ai parlé avec les ouvriers. Ils sont fiers. L'assemblage se fait par étapes. D'abord la structure, puis l'électronique insérée à la main, car les automates ne parviennent pas à la délicatesse requise. On teste dans les chambres à vide, en simulant le vol. Une seule erreur, et c'est toute la série qui repart en fabrication. Le coût d'une roquette se compte en millions de dollars, mais l'effet en vaut la peine. Imaginez un combat où le matériel ennemi s'éteint tout simplement, comme une bougie sous le vent. J'ai fait un dernier tour autour du missile. La surface est lisse, dotée d'une protection thermique pour des vitesses hypersoniques, allant jusqu'à Mach 2. En dessous, les fixations pour un lancement depuis un bombardier B-52. À l'intérieur, outre le système principal, il existe des systèmes de secours. Si le générateur tombe en panne, le missile peut effectuer des manœuvres de repli ou s'auto-détruire. La sécurité avant tout, car ce n'est pas un jouet. La visite s'achève, mais les impressions demeurent. Le champ révolutionne les règles du jeu dans la guerre moderne, sans effusion de sang, mais avec un contrôle total. Si vous aimez la technologie comme moi, c'est un spectacle à ne pas manquer. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire, quelle sera notre prochaine destination ? Une usine de microprocesseurs ou de sous-marins peut-être ? Rendez-vous sur de nouveaux sites. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau
et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments. Et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre.
Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails sur lesquels rouleront des trains de voyageurs ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner. Ces boulons travaillent en enfer. La pression folle de l'océan et le sel corrosif. À 1500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique se dressent des plateformes pétrolières de 30 000 tonnes. Ce sont des boulons qui les maintiennent, fabriqués à Monterrey, le cœur de la métallurgie mexicaine. Chaque boulon de catégorie grade 8 supporte 150 kg de charge et résiste 25 ans dans l'eau de mer sans rouille. Comment l'acier mexicain soutient-il ce que d'autres ne peuvent supporter ? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une simple barre métallique se transforme en pièces dont dépendent des vies humaines et l'écologie de l'océan. Tout commence à l'usine métallurgique Ternium de Monterrey. Ici, au milieu des montagnes désertiques du nord du Mexique, l'acier fond dans d'immenses fours à arc électrique à une température de 1006 degrés Celsius. Ce n'est pas de l'acier ordinaire, c'est un alliage spécial, additionné de chrome, de molybdène et de nickel, conçu spécialement pour le milieu marin. Le métal en fusion est coulé dans des moules, formant des lingots de 2 tonnes chacun. Mais ce n'est que le début d'un long processus de transformation. Les lingots passent par un laminoir, où, à une température de 1002 degrés, ils sont étirés en longues barres de 80 mm de diamètre. Les fibres du métal s'alignent le long de la barre, créant une structure orientée qui rend l'acier plus résistant dans le sens longitudinal. Ces barres arrivent ensuite dans des usines spécialisées de Nuevo León pour la fabrication de produits métalliques.
Des barres métalliques sont découpées en ébauches de 2,50 m, futurs boulons de catégorie grade 8, capables de supporter une charge allant jusqu'à 150 tonnes par centimètre carré. Première opération, le forgeage à froid de la tête. Une extrémité de l'ébauche est serrée dans une matrice et une presse puissante exerce une force de 500 tonnes. En 4 coups, se forme une tête hexagonale de 150 mm. Sous cette pression, le métal se compacte, les fibres épousent le contour de la tête sans se rompre. C'est d'une importance cruciale. Toute rupture de l'intégrité des fibres crée un point faible où peut s'amorcer la destruction. Vient ensuite le roulage du filetage. Contrairement au boulon bon marché, dont le filet est taillé au burin, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier, munis de rainures gravées, tournent l'un vers l'autre en exerçant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme, formant les spires du filetage sans couper les fibres. Vient maintenant l'étape la plus spectaculaire, le traitement thermique. Les boulons sont chargés dans un four où la température grimpe jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, l'acier subit des transformations de phase. Sa structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures afin que la chauffe soit uniforme dans tout le volume. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe inégale et des tensions internes. Puis vient la trempe. Les boulons sont immédiatement plongés dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais fragile. Pour éliminer la fragilité, les boulons sont de nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis librement pendant 8 heures. Ce processus s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en ajoutant de la ténacité, la capacité à se déformer sans se rompre. La structure finale représente un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Mais le plus difficile reste à venir. Mais d'abord, pensez à vous abonner. La protection contre la corrosion. Le golfe du Mexique figure parmi les environnements les plus agressifs de la planète. Eau salée, variation de température de moins 10 à plus 40 degrés, humidité constante, bactéries qui accélèrent la corrosion. L'acier ordinaire y rouille de part en part en 3 ans. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. Les boulons sont plongés dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés. Le zinc réagit avec l'acier, formant en surface une couche d'alliage de 150 micromètres d'épaisseur. Cette couche protège de 2 façons. Elle crée une barrière physique pour l'acier et agit comme une anode sacrificielle à la place de l'acier. Mais pour les assemblages les plus critiques, on fait appel à une technologie encore plus avancée, le revêtement xylane. Il s'agit d'un composite à base de téflon, enrichi de particules céramiques et d'inhibiteurs de corrosion. Les boulons sont d'abord sablés pour créer une surface rugueuse. Puis on applique 2 couches de xylane d'une épaisseur totale de 50 micromètres, cuites à 250 degrés. Le résultat est phénoménal. Le revêtement résiste au contact direct avec l'eau de mer pendant 25 ans sans la moindre trace de corrosion. Chaque boulon pèse 32 kg et coûte 800 €. Le coût total des boulons pour une seule plateforme s'élève à 2 200 000 €. Mais cela représente moins d'1% du prix de la plateforme elle-même. Et pourtant, tout repose sur ces boulons. Lorsqu'un ouragan de catégorie 5 frappe la plateforme avec des vents de 200 km/h, soulevant des vagues de 20 mètres de haut, ce sont eux qui empêchent la structure de se disloquer.
Chaque boulon subit à cet instant une charge cyclique de 40 à 90 000 kg, toutes les 8 secondes. L'industrie sidérurgique mexicaine est fière de ces boulons. Ils s'exportent vers les États-Unis, le Brésil, la Norvège, partout où l'on extrait du pétrole en mer. Vient ensuite le filetage par roulage. Contrairement au boulon bon marché, où le filet est taillé autour, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier aux cannelures gravées tournent l'un vers l'autre, créant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme et forme les spires du filet sans couper les fibres. Les boulons sont ensuite chargés dans un four où la température monte jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, s'opèrent dans l'acier des transformations de phase. La structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures, afin que la chaleur se diffuse uniformément dans toute la masse. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe irrégulière et des tensions internes. Vient ensuite la trempe. Les boulons sont plongés instantanément dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême, appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais cassant. Pour éliminer cette fragilité, les boulons sont à nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis lentement pendant 8 heures. Ce procédé s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en conférant de la ténacité, la capacité de se déformer sans se rompre. La structure finale constitue un équilibre parfait entre dureté et plasticité.